tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation de livres fantastiques. Pour ceux qui suivent en fait mes vidéos, vous avez sûrement dû voir dans, je crois que c'est ma dernière vidéo livre, où je vous présentais en fait des livres de Jupiter Phaéton, donc en l'occurrence le trône des magiciens. En fait j'ai tout lu, hein, j'ai lu la trilogie, j'ai trouvé que ça s'essoufflait un petit peu, enfin en tout cas c'est mon avis à la fin. L'histoire d'une jeune femme en fait qui ses parents qui sont des magiciens, donc son père est le roi des magiciens. Donc elle s'était écartée de la famille parce qu'elle s'était un peu prise avec sa mère en fait qui, on apprend en fait qu'elle avait masqué ses émotions justement grâce à la magie, elle voulait plus rien trop ressentir et donc du coup elle s'était éloignée un petit peu de la famille. Le roi des magiciens, donc son père est mort et puis là il va y avoir une sorte de bataille pour reprendre sa suite. Donc elle veut pas du trône, donc du coup il y a son frère qui est assez froid, assez arrogant parce qu'elle a deux frères même, donc son frère aîné qui va vouloir reprendre le flambeau à sa place, sauf qu'il va être un petit peu provoqué par un homme qui lui est plus je dirais assez dur. Enfin au début elle le perçoit très mal et puis finalement il va y avoir une romance aussi qui va se passer entre deux et donc du coup ils vont lui il va proposer de faire une sorte de jeu de piste géant pour remporter en fait des épreuves liées au trône et puis ensuite liées au trône des magiciens. Ce premier tome j'avais trouvé très attrayant, sans temps mort et puis j'avais aimé en fait toutes ces épreuves là qu'on découvre, donc je trouvais voilà semblable à un jeu de piste un petit peu géant, donc je trouvais très bien ficelé. Le deuxième tome était un petit peu plus je dirais un peu moins haletant, voilà. Alors j'aime quand même beaucoup les personnages sont assez développés, etc. C'est vraiment intéressant. Par contre j'ai trouvé l'histoire, parce qu'il y a toute une histoire avec des ténèbres en fait qui avaient envahi justement leur ville, leur monde, parce que c'était un autre monde dans lequel les magiciens vivaient. Et puis là on voit que les ténèbres ont été ramenées, on ne sait pas trop comment au départ, après on va plus le savoir, mais ils ont été ramenés sur Terre, que ces ténèbres là ont une sorte de vie propre et puis finalement à la fin forcément on va comprendre un petit peu l'origine de ces ténèbres, etc. Par contre la fin, je trouve, le combat final, je le trouve un petit peu facile. Voilà, je trouve que l'auteur a été un petit peu vers la solution, on va dire, de facilité, et je trouve qu'il reste quand même des zones d'ombre, hein. On sait pas tout, enfin il y a des questions encore qu'on se pose, donc voilà, j'ai un petit bémol en fait sur cette fin, mais ça reste quand même une bonne trilogie. Donc du coup, comme j'aimais beaucoup ce que l'auteur faisait, j'avais aussi découvert un autre, alors c'est pas une trilogie mais une autre saga, parce que je crois que c'est à 6 tomes, il y aura 6 tomes en tout. Les derniers ne sont pas encore sortis, ils vont sortir dans les mois à venir. Et donc là je vous avais présenté aussi déjà le premier tome, hein, dans une autre vidéo. Là je vous présente les autres tomes dont j'ai fait l'acquisition. Donc du coup ça c'est le deuxième, ça je suis en train de le lire, c'est le troisième. Donc c'est le réveil des dragons, le temps... dans l'ordre pardon, l'héritage des dragons et le temps des dragons, donc ça le quatrième. Le quatrième en fait j'ai fait dédicacer, je suis allée sur le site de l'auteur, en fait j'ai eu l'idée comme ça, parce que j'avais découvert ça par hasard en fait, hein, je crois sur le site Booknode. Ensuite je suis allée sur Amazon du coup prendre les premiers et je me suis dit en fait l'auteur elle a une boutique, donc pourquoi pas en fait lui prendre directement sur la boutique, comme ça je pouvais les avoir dédicacés. Et en plus de ça, ce qui est super top, c'est qu'elle a mis des petites choses en plus. Donc il y a un petit panda qui est tout mignon que je vais vous montrer d'ailleurs. Donc c'est cette petite figurine là en fait, donc que l'auteur a mis en cadeau avec ce livre là que je lui ai acheté donc en direct, donc il est dédicacé. Elle avait mis aussi deux autres cadeaux qui étaient vraiment appréciables en fait, un petit sachet de cacao et puis aussi une petite carte. Je crois que la carte je l'ai là-dedans, oui d'ailleurs, je l'ai là, voilà. Donc je trouve ça vraiment top, vraiment sympa. Donc je pense que voilà, pour la suite, les deux suites je les prendrai en dédicacé sur son site en direct. Je vous fais un petit topo sur l'histoire pour ceux qui n'auraient pas suivi ma dernière vidéo où j'expliquais du coup l'intrigue. Donc on a Kira qui est une Shuna, enfin je sais pas comment ça se dit, mais bon ça s'écrit Shuna, donc on va dire Shuna, allez. Et donc du coup elle a eu la chance, parce que son peuple est très décrié, très discriminé,
terminée. Elle a eu la chance de pouvoir intégrer l'école de magie d'Améthyste. Donc c'est une école qui va permettre en fait à ses étudiants de, normalement en tout cas, de se lier avec une créature mythique. Et elle a dans l'idée depuis toujours qu'elle va se lier avec un dragon, sauf que les dragons sont censés avoir disparu de ce monde, et donc tout le monde un peu se fiche d'elle. Donc ses parents vont quand même croire en elle, et puis il se trouve que elle va intégrer l'école, mais pas par des moyens légaux, mais ça elle va le découvrir plus tard, parce qu'en fait il y a sa meilleure amie qui va un petit peu user, on va dire, de ses moyens de persuasion pour lui faire intégrer. Parce que du coup son peuple en fait n'avait jamais le droit de le faire, hein. Et ils vivent en plus dans un, on va dire, dans un trou un peu paumé, enfin, etc., à l'écart de tout. Et là du coup elle va découvrir que ses camarades sont très haineux vis-à-vis d'elle. Donc là ça touche, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, ça touche aussi quelque chose qui me tient vraiment à cœur, qui est le harcèlement scolaire que j'ai subi. Donc du coup voilà, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Voilà, j'ai apprécié qu'on traite aussi de ce sujet là dans ce premier livre. On martyrise en fait cette pauvre fille, hein, Kira, et puis finalement elle va découvrir que le dragon qu'elle voyait, parce qu'elle le voyait aussi dans ses rêves, et il existe vraiment. Elle va réussir à se lier avec lui, et puis surtout elle va tomber amoureuse, sauf que malheureusement elle va tomber amoureuse du futur roi, enfin voilà, d'un prince, et donc il a forcément aussi d'autres obligations, etc. Donc au fil de la lecture, enfin déjà j'avais beaucoup aimé ce premier tome. Dans le deuxième tome, eh bien c'est plus centré du coup sur le lien de Kira avec son dragon, sur ce qu'elle va faire aussi pour essayer de ramener, parce qu'il y a une histoire aussi en parallèle où il y a une sorte d'arbre, on va dire un arbre de vie, qui est très mal en point, et du coup c'est pour ça que ça leur amène la guerre et des choses comme ça, parce que toute magie en fait l'a déserté. Cet arbre là vivait grâce à la magie, et là et ça risque de réduire aussi à néant forcément toute leur ville, l'existence même en fait de leur ville. Donc du coup voilà, ils vont essayer de trouver des solutions ensemble aussi. Donc Kira, le prince dont elle est tombée amoureuse, qui malheureusement lui va devoir s'engager ailleurs. Donc voilà, donc le deuxième tome je l'ai trouvé peut-être un peu plus lent par rapport au premier, disons que s'il sert peut-être un peu de transition. Et là le troisième tome, donc voilà, comme je vous le dis, je suis même pas à la moitié, enfin j'ai seulement commencé de le lire. Le troisième tome déjà a l'air plus, il y a plus d'action, enfin il a l'air un petit peu plus palpitant. Donc voilà, quelque chose de centré sur le dragon, d'assez fantasy, voire héroïque fantasy, je dirais quand même. Donc une bonne découverte. Donc pour ceux qui se demandent, le Trône des magiciens, je l'avais pris avec moi en fait. Donc c'est celui-ci, le dernier tome. Et je suis pas sûre que je vous en avais parlé, mais dont je vous ai parlé du coup avant. Alors ensuite on a des petits livres comme ça que j'ai découvert aussi par hasard. Donc ce sont les deux premiers tomes. Il y en a plein, je crois qu'il y en a au moins 9 ou 10. C'est Strom. Voilà comment ça se présente. Entrée dans le monde du Strom, donc le premier ici et le deuxième. Et là j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que j'ai pris le deuxième. Apparemment ça a été écrit en fait par des gens qui ont un lien étroit avec le Louvre. Je crois que la dame avait, enfin c'est un couple en fait, hein. La dame avait fait je crois des études là-dedans, et puis je crois que son mari en fait il travaille. Et donc du coup ils ont eu l'idée en se baladant dans le Louvre de créer ces livres là. Donc ce sont des livres que je qualifierais quand même de jeunesse, mais que j'ai trouvé pas mal du tout. En fait je les rassemble pour ceux qui connaissent. Moi j'avoue que j'aime beaucoup les 3 films, enfin téléfilms on va dire, et puis aussi la série dérivée de Flynn Carson, voilà. C'est un peu un côté Flynn Carson, un côté Indiana Jones, hein, pour ceux, je pense que vous connaîtrez mieux Indiana Jones, ou un peu Sidney Fox pour ceux qui connaissent aussi la série. Donc voilà, un côté très archéologie, et puis avec une touche de magie dedans. Donc dans ce premier tome, le deuxième je ne l'ai pas encore lu, vous avez en fait le frère et la sœur, les deux Raphaël avec L et Raphaël LE à la fin, qui vont découvrir l'existence d'une société secrète de par leur oncle, parce qu'ils ont perdu leurs parents, donc c'est leur oncle en fait qui les a élevés.
et ils vont rentrer là-dedans. Donc c'est une sorte de société un peu de chevalier de l'insolite si vous voulez, pour faire court. Et ils sont garants en fait de la protection d'artefacts magiques par exemple, ou de choses inexpliquées. Donc en fait ils se rendent sur les lieux pour enquêter dès qu'il y a quelque chose de bizarre. Et là en l'occurrence, eh bien, il va y avoir des vols de choses bizarres. Par exemple dans une pyramide en Égypte, ils vont retrouver un ordinateur portable limite dernier cri, sauf qu'ils vont faire des datations et puis ils vont se rendre compte qu'il a des milliers d'années. Donc du coup ils vont pas comprendre ce qui se passe. Donc il y a aussi une histoire avec peut-être remonter le temps, mais ça je pense que ça va surtout être développé dans ce deuxième tome là. C'est très lié au temps parce qu'on apprend qu'il y a un homme en fait qui est, je vais pas vous révéler qui c'est en fait parce que du coup je vais pas vous spoiler trop l'intrigue quand même, mais du coup on apprend qu'il est un peu immortel, etc. Donc il y a eu des choses qui se sont passées avec le temps, des retournements de temps on va dire, et donc du coup eux ils vont enquêter là-dedans. Donc c'est voilà, c'est comme je dis, c'est une belle petite aventure, il n'y a pas de temps mort non plus, donc j'ai bien apprécié, comme je disais, un côté quand même un peu jeunesse qu'il faut noter, mais voilà. Donc, le deuxième tome, comme je ne l'ai pas lu, je vais vous lire la quatrième de couverture pour que vous vous fassiez aussi une idée. Depuis des siècles, la confrérie des Chevaliers de l'Insolite cache l'existence de portails ouvrant sur le passé. Lorsque Raphaël, elle, donc la fille, membre de la future génération de chevaliers, disparaît avec une amie dans un portail d'outre-temps, son frère jumeau se lance immédiatement à sa poursuite au risque de ne jamais revenir. Donc après, le livre, donc là pareil, je me suis procuré très rapidement, je vous avais présenté le premier tome, c'est Kyuju. Donc le premier tome, je sais plus si je l'avais lu et que je vous avais fait le topo, j'ai un doute, donc du coup je vais quand même le refaire. Donc là on est purement dans la, je dirais quand même la science-fiction, une sorte un peu presque de dystopie même. Donc c'est un genre aussi que j'affectionne beaucoup et le premier tome est quand même très original, donc je vais vous expliquer. Donc du coup ici on a Laura. Laura qui a été appelée malheureusement pour elle. Elle vit dans une île, je crois que c'est l'île de Thorn, je crois que c'est Thorn, la cité où elle vit. Et donc les gens en fait sont classés par classe. Il y a les impécunieux, donc qui sont très pauvres. Il y a les classes moyennes, je sais plus comment on les appelle, donc elle en fait partie. En gros, enfin classe moyenne, on va dire plus pauvre que riche, quand même. Et puis il y a les autres en fait, les possédants, qui eux sont plus riches. Les possédants, souvent, ils peuvent échapper à l'appel parce que forcément, ils vont payer pour éviter d'y aller. Sauf que les autres, malheureusement, ils n'ont pas assez d'argent, même en travaillant tout le temps, pour y échapper. Donc du coup, l'appel, en fait, au début, on ne sait pas trop ce que c'est. On sait qu'en tout cas, ceux qui sont appelés, donc là, je ferai le parallèle un petit peu avec Hunger Games parce que je trouve qu'il y a des côtés un petit peu Hunger Games dans ce premier tome. Donc ceux qui sont appelés ne reviennent jamais et les peu qui peuvent revenir, ils sont complètement devenus fous et comprennent pas pourquoi, ils peuvent plus rien leur soutirer en fait. Et donc du coup Laura, elle se démène en fait pour sa famille quand soudain elle va recevoir la lettre comme quoi elle a été appelée et qu'elle doit se rendre au Kyuju. Donc le Kyuju c'est une espèce de prison presque, enfin ça ressemble à une prison en tout cas, il y a des hautes portes, des hautes murailles, etc. On ne sait pas ce qui s'y passe et donc elle va rentrer là-dedans et elle va tout de suite en fait rencontrer cet homme-là, Tom, qui travaille en fait là-bas, il travaille pour le Kyuju et déjà il va l'aider, il va lui dire, lui souffler un petit peu un indice sur la première épreuve parce que en fin de compte c'est une succession d'épreuves qui va leur être imposée et il va lui dire il faut que tu cours. Donc du coup elle va heureusement grâce à son info réussir à s'en tirer et elle va découvrir qu'en fait il y a plein d'épreuves. La première en fait c'est juste en gros des obstacles à franchir, donc c'est pas grand chose, sauf que malheureusement à chaque fois en fait il y a tant de personnes, il y a une sorte de truc holographique, enfin voilà, il y a tant de personnes qui doivent franchir la porte et puis après la porte se referme et elle les emprisonne à l'intérieur du Kyuju. Donc du coup il va y avoir une succession, elle va découvrir tout un vocabulaire aussi lié au Kyuju. Il y aura des planes, donc les planes
une plaine, enfin voilà, ce sont en fait là où va y avoir des mutants qui vont les attaquer, et donc à chaque fois ils vont devoir essayer de franchir tout ce qu'ils peuvent pour survivre, et puis ils vont se retrouver à la fin dans des sortes de zones, un peu comme dans un jeu vidéo aussi, de zones de repos qui s'appellent les decks. Alors repos oui et non, parce que forcément tout le monde se méfie de tout le monde, il y en a qui vont essayer de les attaquer, donc voilà, il y a beaucoup d'actions, il y a toute une succession, comme je vous disais, en fait, d'épreuves qui vont se passer, bon, toujours avec des mutants, donc c'est là où le petit bémol que je mettais sur le premier tome, c'était, alors déjà les fautes d'orthographe, un petit peu, comme je disais, je suis beaucoup plus tolérante avec des gens qui s'auto-éditent, et là pour moi il me semble que c'est une auto-édition, comparé à des gens qui peuvent se payer des correcteurs, donc déjà voilà, c'est ok. Par contre voilà, il y a quand même des fautes d'inattention, comme le coup COUP au lieu du coup COU, enfin des choses comme ça en fait qui sont quand même assez faciles on va dire à corriger, donc voilà, c'est le petit bémol juste que je mettrais. Et le deuxième c'est le côté répétitif. Parce que dans ce premier tome, il n'y a pas de temps mort, comme je disais, en fait, je l'ai dévoré parce que j'avais toujours envie de connaître la suite, et donc du coup je l'ai lu très vite. Mais par contre, dans ce premier tome, ça revient quand même beaucoup, quoi. Voilà, c'est vraiment une répétition, elle franchit un premier truc, après elle va dans une deuxième épreuve qui se ressemble quand même si c'est pas le même mutant, c'est pas les mêmes choses, il y en a où c'est plutôt un oiseau, donc voilà, il y en a un autre où il y aura une mer démontée, enfin etc. Donc voilà, c'est juste le petit bémol que je mettrais. Dans ce deuxième tome, là, eh bien, Laura est sortie du Kyuju. Si vous voulez pas que je vous spoile trop, vous pouvez directement passer à l'autre livre, parce que du coup, forcément, ce tome 2, il y a des choses que je vais vous révéler du tome 1, donc voilà, juste comme ça. Sinon, donc du coup, Laura va pouvoir enfin être avec Tom, donc le maqueur, donc, qui travaillait pour le Kyuju, dont elle était tombée amoureuse. Le problème, c'est que au départ, elle va vraiment se rebeller, et puis surtout, elle va découvrir donc plein de choses sur le Kyuju, donc elle va en vouloir énormément en fait à ces gens-là. Elle va découvrir aussi que Thorn, en fin de compte, n'est pas ce qu'il semblait être, que c'est une prison, et que ses parents sont des meurtriers. Ils leur ont fait un lavage en fait de cerveau, et du coup c'est pour ça qu'ils se rappellent de rien, et c'était une façon un petit peu de les tenir on va dire à l'écart de tout, et puis d'organiser des jeux pour un peu je dirais leur faire payer ça, et puis pour d'autres raisons, parce qu'il y a des mutants en fin de compte qui avaient... C'est le fruit d'une expérience ratée, on va dire ça comme ça. Une sorte de guerre qui avait lieu contre des scientifiques, et du coup il y a des mutants qui se sont déversés dans la ville. Au départ, Laura ne croit même pas en l'existence de cette ville. Leur but en fait au Kyuju, on va découvrir que c'est de faire un peu des expériences sur eux pour les immuniser à des gènes mutants, donc les faire muter eux-mêmes finalement, et qui craignent plus rien en fait face à ces mutants là qui puissent s'y opposer. Donc voilà, il va y avoir encore toute une intrigue, donc derrière en fait dans les coulisses on va dire du Kyuju, où Laura va essayer aussi un petit peu de s'imposer, et puis le problème c'est que ça va lui jouer bien des tours. Donc là ce que j'ai trouvé, juste le bémol, comme je disais, bon encore quelques fautes mais voilà, donc là le caractère répétitif n'y est pas, donc voilà, j'ai trouvé ça bien, peut-être encore mieux que le premier. Et par contre Laura, j'ai trouvé qu'elle... En fait, on lui fait une sorte de lavage de cerveau, en gros, pour ne pas trop vous en dire. Et puis après, elle réagit plus guère. Donc voilà, j'ai juste trouvé ça un petit peu curieux, en fait, qu'elle se laisse faire comme ça. Enfin, elle était un peu obligée, mais... Voilà, je trouve un peu ces réactions, on sait pas trop. Ça et ce livre-là, si vous aimez le côté un peu dystopie, le côté un petit peu Hunger Games, le côté science-fiction, donc je pense que ça pourra vous plaire. Le côté un petit peu combat, un petit peu les trucs comme ça. Donc voilà, j'attends le troisième tome parce que ça débouche sur un troisième tome avec impatience. Je sais pas quand il sortira, mais voilà, un très bon livre à lire. Alors ensuite, il y avait un livre que je vous avais présenté dans une autre vidéo, mais juste présenté. Donc je l'ai lu, c'est un gros pavé comme ça. Donc c'est Ara et le miroir du sorcier fou. C'était un financement participatif. Et donc il y avait des petites choses avec, dont ça par exemple, des tours vers le futur. Donc c'est super rigolo. Il y avait aussi une petite carte et un petit marque-page comme ça. Alors au départ, bon, j'ai pas forcément peur en fait de la longueur d'un livre.
tant qu'il me plaît. Là je me disais il va falloir quand même que j'apprécie parce que sinon on en a pour je sais plus s'il y a 700, ouais, près de 700, allez, un peu plus de 600 on va dire, un peu plus de 600 pages. Donc en fait c'est une trilogie en une trilogie dans un seul livre. Le bémol que je mettrais, c'est je crois le seul bémol que je mettrais d'ailleurs, c'est juste sur la qualité du livre, parce que comme vous pouvez le voir ici en fait, et je l'ai ouvert qu'une fois, je l'ai lu qu'une fois, hein, et là bah, le film transparent en fait qui permet je pense de donner un aspect brillant au livre est en train de tout s'enlever, donc du coup c'est dommage, je pense que c'est parce que c'est la grosseur du livre et du coup ça doit pas trop tenir, niveau qualité pas très top au niveau du livre, mais c'est vraiment le seul bémol que je mettrais parce que j'ai adoré l'histoire. Donc je crois que d'ailleurs que l'auteur va en lancer un autre, un financement participatif, parce que je me suis préinscrite à la campagne. Donc ça ne saurait tarder je pense. Je sais pas si c'est une sorte de suite ou d'autres aventures en fait. Donc là on va suivre en fait les trois jeunes là. Donc ici Ara qui est un apprenti magicien, donc qui son mentor au départ en fait ne lui apprend rien du tout, il fait que balayer en fin de compte, sauf que bah, il va découvrir qu'en fait le vieux magicien bah, il a d'autres choses de prévues quand même pour lui. Il s'est mis en tête en fait de prouver à la confrérie un peu de magiciens dont il fait partie, qui pouvait former quelqu'un sans magie, donc qui n'est pas prédestiné du tout à devenir a priori magicien. Sauf que lui, il est à la fois, de par sa naissance, enfin c'est ce que plaît à dire le magicien, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais les faits prouveront quand même que ça doit être vrai, il est à la fois béni et maudit. Donc du coup, dès qu'il lui arrive quelque chose de bien, finalement il a du mal qui lui arrive ensuite ou vice versa. Il arrive toujours quand même à se tirer de situations les plus rocambolesques possibles, mais du coup, bah, souvent quand il fait des sorts, et ben, les sorts sont ratés. Donc à un moment donné, ça va bien lui servir quand même contre des ennemis qu'il poursuivent. Il va essayer de faire flotter des cailloux en fait dans l'eau, puis finalement il va transformer ça en bombe. Et donc du coup les cailloux ils vont exploser. Donc voilà, tout un tas de choses comme ça. Donc c'est un livre qui est vraiment très drôle, j'ai beaucoup aimé pour ça, pour son humour, et c'est vraiment pas souvent je trouve qu'on a des livres comme ça qui sont fantastiques, fantasy, et qui sont en même temps très drôles. Donc voilà, un chapeau bas vraiment pour l'auteur, pour cet humour, et surtout il y a plein de références, que ce soit des références cinématographiques ou des références à des auteurs de fantasy. Par exemple, à un moment donné, vous avez Lointec, et du coup c'est l'anagramme de Tolkien, et il y a plein de choses comme ça, on peut s'amuser à essayer de tout trouver. Je suis même pas sûre d'avoir trouvé tous les jeux de mots en fait qui sont faits. Mais du coup voilà, super top, et on entre dans une aventure, je pense que à la fois jeunesse et à la fois pas, enfin je pense que voilà, des jeunes peuvent le lire très facilement, de jeunes enfants on va dire, comme des adultes, parce que la preuve j'ai vraiment adoré, c'est vraiment un univers qui m'a plu de découvrir, et puis c'est très développé, donc il n'y a pas de temps mort non plus, donc il y a un méchant sorcier, c'est lui en fait, qui s'appelle Wafner, il y a une histoire aussi où ils vont retourner dans le temps à un moment donné pour essayer de l'empêcher de détruire le monde, enfin tout un truc comme ça, et puis en même temps il y a de la magie, et puis il y a aussi cette amitié entre cette jeune femme, entre cette jeune fille, le garçon là, et puis donc Ara, donc les deux amis d'Ara qui vont partir avec lui aussi à l'aventure. Donc voilà, j'aime beaucoup ce livre, je vous le conseille. Donc ensuite vous avez une suite, c'est je crois que c'est le 3e tome, je vais pas dire une bêtise, mais oui il me semble que c'est bien ça, La grâce et la gloire. Donc de Jennifer Armentrout. Elle est pas mal connue en fait pour avoir fait en fait plein de séries fantastiques, et donc là j'avais beaucoup aimé les 2 premiers, donc c'est pour ça que je me suis procuré aussi le 3e. Je vais vous lire la 4e de couverture. Trinity a débusqué le précurseur pour le meilleur mais surtout pour le pire. À présent elle doit mener la bataille contre cet ennemi d'une puissance sans commune mesure. Même l'aide des gardiens et des démons réunis ne suffira pas à lui assurer la victoire. À situation désespérée, Trinity est prête à tout tenter, y compris à ramener sur Terre le premier et le plus dangereux des anges déchus. On parle d'anges et de démons, et donc il y avait, pareil, il n'y avait pas de temps mort en fait, il y avait beaucoup d'actions dans les 2 premiers, beaucoup aussi de romance
J'avais beaucoup apprécié, je vous dirai ce que j'en ai pensé aussi en le lisant. Il faudrait presque que je relise même les deux premiers parce que malheureusement j'oublie vite. À cet âge-là on oublie vite. Mais voilà, en tout cas je vous le conseille pour ceux qui aiment le fantastique et puis surtout les histoires d'anges et de démons. Deux autres livres que je vais vous présenter et ensuite je vous présenterai trois autres livres complètement différents. Alors là, vous avez Les Maudits de Fairywood. J'ai découvert ça aussi par hasard. Voilà, des fois, j'en ai pas entendu parler du tout, mais parfois, en surfant par-ci par-là, je sais même plus où je l'ai vu. Je crois que ça se trouve sur Amazon en direct en fait. Je suis tombée là-dessus et ça m'a plu, donc je vous lis la quatrième de couverture parce que je ne l'ai pas encore lu. Londres 1895. Depuis près d'un siècle, une malédiction pèse sur les derniers faés du Royaume-Uni et les retient prisonniers des murs de leur manoir. Tous les 10 ans, les plus fins esprits du pays sont invités à participer au jeu des maudits dont l'objectif est de briser le mystérieux sort. Depuis la participation au jeu de son frère jumeau 10 ans plus tôt, Everly Queen n'a qu'une obsession, gagner à son tour son invitation sur l'île de Fairywood et découvrir pourquoi Jack n'en est jamais revenu. Avec l'aide d'une amie d'enfance, Everly tient enfin sa chance de trouver la trace de son frère, échapper à son père et fuir l'avenir peu prestigieux réservé aux femmes de son époque. Que cachent les failles dans leur manoir enchanté et sous leurs airs affables, méfiante Everly mène son enquête malgré les pièges tendus par les autres joueurs. Hélas, sous son masque de bienséance, ses démons rôdent et ses propres secrets risquent d'éclater au grand jour. Donc voilà, ça m'a l'air d'être encore une sorte de jeu de piste, de trucs comme ça, donc moi j'aime beaucoup un peu comme une sorte d'escape game, voilà. Donc à découvrir, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et ensuite le dernier, c'est Deux vers et deux cendres, pareil, que j'ai découvert par hasard sur Amazon. Il existe 3 règles à suivre pour survivre en Faerie. Ne jamais dire merci, toujours avoir du fer sur soi, ne jamais révéler son nom. Il y en a une dernière, mais personne n'en parle jamais. Donc je crois, si je ne me trompe pas, parce que du coup le résumé là laisse beaucoup de place à l'imagination, pour le coup. Il y a des résumés qui révèlent toute l'intrigue quasi d'un livre, mais alors là c'est pas du tout le cas. Et il me semble avoir lu un résumé un peu plus détaillé en fait sur Amazon. Et si je ne fais pas erreur, je crois que c'est une sorte de Belle et la Bête inversée, un truc comme ça. Et qu'en fait c'est la fille qui va vouloir voler un peu le prince maudit, enfin quelque chose comme ça. Et puis il y a une romance aussi forcément. Et puis le prince maudit c'est un faé, donc une sorte de fée, enfin voilà. Donc voilà, à découvrir aussi. Enfin, il y a une pantoufle de verre, non, ça doit être plutôt Cendrillon. Je dis La Belle et la Bête, mais non, je crois que c'est plus. Oui, ça doit être plutôt Cendrillon et le prince charmant qui est pas charmant. Ça doit être plutôt ça. Donc voilà, à découvrir. Pareil, je vous dirai ce que j'en aurais pensé quand j'aurais lu. Et ensuite, les 3 autres livres que je vous présente, ce sont d'autres livres. Donc je vais commencer par un classique. Ça fait beaucoup de temps que je voulais le lire. Et puis, je n'osais pas trop, enfin, j'avais pas trop le moyen en fait de me le procurer. Et du coup, c'est L'Art de la guerre. J'en ai entendu énormément parler de Sun Tzu. Voilà, et je voulais vraiment le lire parce que ça m'intéresse. C'est quelque chose de très différent, bien sûr. On est plutôt là sur de la stratégie militaire, mais pas que en fait. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant aussi de le lire parce que je trouve que ça donne aussi une idée un peu plutôt l'aspect psychologique, on va dire. Donc c'est pour ça que voilà, ça m'intéresse. Donc Sun Tzu qui est un général chinois, je crois que c'est ça. Je ne sais pas trop en fait s'il a existé ou non. Et donc il donne, on va dire, des techniques pour faire face à l'ennemi. Et ce qu'il faut retenir aussi de lui surtout, c'est connais ton ennemi, connais-toi toi-même. Sinon en fait pour chaque victoire tu subiras une défaite. En gros c'est ça, c'est ce qu'il dit. Et puis surtout le meilleur moyen de gagner une guerre c'est de ne pas la faire. Voilà. Et ensuite les 2 autres livres, donc pour terminer cette vidéo totalement différent encore du reste, mais par contre c'est là en fait se rapprochent, je dirais qu'ils sont peut-être un peu complémentaires même. Donc ici vous avez, alors moi j'avais déjà en fait des livres de Fabien Olicard c'est un peu sur la même chose si vous voulez. Donc voilà, c'est le même type de livre, là c'est Hack ton cerveau et celui des autres. Donc là c'est Charlie Head qui est un youtubeur qui a énormément d'abonnés. Et puis là vous avez une sorte de guide en fait et c'est super intéressant aussi parce que ça prend plein de choses sur le cerveau et puis bien sûr c'est très lié au mentalisme, donc on découvre ou on redécouvre, enfin moi je connaissais un petit peu comme je vous disais par des livres que j'ai pu lire de Fabien Olicard, d'autres aussi. J'aimais beaucoup aussi la série Mentaliste et d'ailleurs il en parle un petit peu aussi, donc c'est une série que j'aimais énormément.
ça fait découvrir le mentalisme, ça fait découvrir un petit peu la PNL, aussi un petit peu des techniques d'hypnose, etc. Donc je trouve ça sympa. Et puis c'est, je dirais que c'est assez, comment je dirais, j'allais dire enfantin, mais c'est pas enfantin, mais disons que ça a apporté tout le monde. Enfin voilà, on peut faire se livrer à des petits exercices comme ça, pas besoin d'être vraiment calé aussi dans le mentalisme. Donc du coup voilà, il y a plein de petites anecdotes, des trucs comme ça qu'on peut essayer aussi pour rigoler aussi entre nous, pour essayer de bluffer un petit peu la famille aussi. Donc voilà. Un petit truc un peu de magie, bien que le mentalisme c'est pas que de la magie, c'est aussi de la psychologie, c'est aussi d'autres choses. Mais en tout cas voilà, je trouve que ce livre est vraiment très intéressant pour ceux qui aiment le mentaliste, pour ceux qui s'intéressent en fait à ce genre de technique. Et le dernier, donc là c'est la référence en matière de micro-expression. Moi j'avais déjà entendu beaucoup sur son travail, et aussi lié à la série, une autre série que j'aime beaucoup, même si j'aime un petit peu moins les acteurs, mais bon ça c'est autre chose. Mais par contre j'aime beaucoup la série, j'aime beaucoup l'idée, c'est Lie to Me. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, si vous aimez un peu les enquêtes liées aux micro-expressions, tout ça, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment top. C'est Je sais que vous mentez de Paul Ekman. Donc du coup Paul Ekman, voilà, c'est un petit peu la référence. Il a travaillé avec, je sais même plus si c'est le FBI, la CIA ou je sais pas, enfin en tout cas voilà, il a travaillé beaucoup pour la police, etc., pour les former, pour plein de choses comme ça. Et c'est la référence en matière de micro-expression. C'est lui qui a déterminé en fait, en allant voir plein de tribus aussi reculées, que de toute façon on avait tous les mêmes micro-expressions, que l'humain en fait a plusieurs micro-expressions qui se retrouvent, quel que soit d'où la personne vient, quelle que soit son origine, etc., ses croyances. Il y a un petit livre, un petit pavé comme ça, donc je pense que ça va être aussi très intéressant pour essayer d'avoir des techniques pour un petit peu découvrir si on vous ment ou pas. Donc je vous le dis, juste la 4e de couverture, expert renommé des émotions du langage non verbal. Donc Paul Ekman révèle les résultats de ses recherches les plus récentes sur les mensonges et les méthodes pour les débusquer. Il dévoile les indices de comportement et les signaux qui permettent de détecter avec exactitude mensonges, duperie, tromperie et bluff. Ces découvertes sont utilisées par la CIA, vous voyez, donc, et le FBI. Devenez aussi habile qu'un agent des services secrets en reconnaissant les mots, les émotions, les intonations, les gestes et les micro-expressions que les menteurs et les manipulateurs émettent sans le savoir. Donc voilà, à découvrir aussi, moi je m'intéresse à tout ça aussi, tous les trucs un peu de psychologie, donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé dans les commentaires, s'il y a des livres que vous avez envie de découvrir. S'il y en a d'autres aussi que vous voulez me faire découvrir, c'est avec plaisir que je vous lirai, que je vous répondrai. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!